Bonjour à tout le monde, nous sommes le 23 juillet 2021 et nous assistons ensemble au dernier satsang de ces vacances. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite d'emblée pour parler de compléments alimentaires antioxydants pour nous opposer à l'oxydation liée au vieillissement, liée aux poisons et polluants divers présents dans l'air, dans certains produits que je ne nommerai pas, mais aussi dans les aliments. Hein. On s'est aperçu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, que les antioxydants que nous connaissons déjà ont un effet extrêmement net sur cette oxydation du corps déclenchée par ces polluants. J'entends par polluants les métaux lourds, par exemple, le vieillissement, qui est aussi une pollution de notre propre corps, et il existe énormément de produits, énormément d'antioxydants qui sont connus. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Bien évidemment, il n'est pas question de faire une liste exhaustive, en sachant que les personnes les plus sensibles aux oxydations sont bien évidemment le vieillissement cellulaire classique de tout être humain. Ainsi, par exemple, on estime qu'après 60-65 ans, l'activité des super désoxydants, alors je ne vais pas vous donner les noms savants, vous avez le superoxyde dismutase, vous avez le glutathion, vous avez des tas de molécules qui luttent, d'enzymes qui luttent contre l'oxydation du corps, mais avec le vieillissement du corps, nous sommes tous oxydés. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres produits qui visent à créer cette oxydation, aussi bien dans les pulvérisations aériennes que dans les eaux et que un peu partout, on va dire. Donc, vous avez des antioxydants majeurs qui sont connus depuis longtemps. On va partir du plus simple au plus compliqué, on va dire. La vitamine C à haute dose. Quand je dis vitamine C à haute dose, c'est pas 500 mg ou 1 gramme. Une désoxydation rapide va consister à utiliser, en tout cas par voie orale, parce que bon, il y a des spécialistes qui le font eux par voie injectable, c'est 3 à 4 grammes par jour. Hein, mais bien évidemment pas pendant longtemps. Donc c'est en cas d'exposition à des oxydants majeurs, pour des raisons X ou Y, comme des piqûres, des choses comme ça, où là, vous allez absorber 3 à 4 grammes de vitamine C. Alors, soit sous forme naturelle d'acérola, même la vitamine C chimique fonctionnera. J'en mettais beaucoup plus, hein. Ah, toi, J'étais en 20 injectable, grammes, oui. hein. Tu mettais 10 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes. minimum. Les travaux d'Inus Pauling ont montré que même avec 50 grammes de vitamine C, bon, En perte, hein. vous êtes un peu oxydé, vous êtes un peu excité, pardon, pas oxydé, mais qu'à part ça, il n'y a aucun effet néfaste au niveau biologique et physiologique. Hein. Je pense que par voie orale, 3-4 grammes après une exposition majeure à un oxydant majeur suffisent pendant une semaine. Après, vous avez un autre produit qui est un antioxydant qui est extrêmement présent dans ce que l'on nomme l'huile de krill. J'ai longuement parlé dans les années 2017-2018 parce qu'il y a un antioxydant dans cette huile de krill qu'on appelle, ce qui fait la couleur rose des crevettes et des coquillages, qu'on appelle l'astaxanthine. L'astaxanthine à haute dose est toxique à long terme sur la vésicule biliaire. Donc ça se prend en cure d'un mois avec 1 à 2 gélules maximum. C'est d'ailleurs un produit que je conseillais à tout le monde parce que ça restaure la peau, ça restaure la membrane cellulaire et ça restaure aussi la souplesse articulaire, vraiment. Hein. Donc ça lubrifie les articulations, littéralement. À n'importe quel âge, mais bien évidemment de façon encore plus nette chez quelqu'un qui commence à rouiller. Hein, on sait tous qu'en vieillissant, on rouille. Et ce n'est pas une expression en l'air, c'est exactement ça qui se produit. Sauf que ce n'est pas le fer qui rouille, c'est nos tissus. Vous en avez un autre antioxydant majeur qu'on appelle la quercétine. Pour les posologies, je vous renvoie à ce qu'il y a dans toutes les présentations commerciales de compléments alimentaires. La quercétine va agir aussi sur l'oxydation. Bien évidemment, la vitamine D, le soleil, le zinc jouent aussi sur l'oxydation et sur le système immunitaire par ailleurs. Vous avez à long terme, avec un effet protecteur qui dure très longtemps en cure d'un mois, c'est tous les extraits de champignons. Je dis bien tous les champignons qui sont vendus dans le commerce en extrait, donc de compléments alimentaires, parce qu'ils contiennent des molécules essentielles dans le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire de la régulation
des membranes cellulaires, alors que ce soit le Ganoderma lucidum ou reishi, que ce soit le Cordyceps sinensis, que ce soit l'Ericium echinacea ou la crinière de lion, et tous les autres d'ailleurs qui sont vendus en extrait concentré, sont extrêmement riches en ce qu'on nomme des alpha-glucanes et bêta-glucanes, mais aussi en ce que l'on nomme polysaccharides, qui sont des constituants essentiels des membranes cellulaires. Or, la membrane cellulaire est le premier endroit qui est attaqué par le vieillissement ou par l'oxydation. Et quand vous prenez ces champignons en extrait, alors certains ont des particularités, par exemple le shiitake, le maitake vont agir sur la tension, plus sur le cœur, le cordyceps va agir plus sur la tête et sur le sexe, sur la libido exactement. Ça, c'est des spécificités de chacun. Mais globalement, tous contiennent des proportions importantes d'alpha et de bêta-glucanes et de polysaccharides, entre autres, qui sont des stabilisants et des reconstituants des membranes cellulaires. Quand vos membranes cellulaires sont intactes, vous êtes moins sensible à l'oxydation, vous êtes moins sensible au poison, indépendamment de l'intervention des enzymes qui détruisent les produits toxiques, les métaux lourds, qui, je vous le rappelle, diminuent avec l'âge. Le superoxyde dismutase, enfin, retenez pas les noms, je les donne pour ceux qui s'intéressent pour regarder sur Internet. La superoxyde dismutase, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur des usines métaboliques de la cellule, qu'on appelle les mitochondries. Mais le point de départ, c'est vraiment la membrane cellulaire avec ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium qui régule les échanges transmembranaires, aussi bien au niveau de la membrane cellulaire que de la membrane du noyau, la membrane nucléaire. Les gaines de myéline, les communications des neurones, tout ça est lié à ce qu'on appelle des neurolipides, des phospholipides, qui ont un rôle essentiel de maintien de l'équilibre humain. En cette période particulière, si vous pouvez privilégier ce qu'on appelle le régime cétogène, c'est-à-dire un régime qui exclut les hydrates de carbone et qui remplace dans votre alimentation la source d'énergie par tout ce qui contient du gras, 1, vous allez maigrir, 2, vous allez restaurer aussi vos membranes cellulaires. Le régime cétogène, moi je l'ai fait pendant 2 ans, j'ai perdu 40 kilos, entre autres, je mangeais des sardines le matin, au petit-déj. On s'y fait très bien. La première semaine, c'est dégueulasse. Hein, et ça consiste à restreindre au maximum les hydrates de carbone, les sucres rapides et les sucres lents. Ouais. On les trouve où, ces hydrates de carbone? Alors, les hydrates de carbone, c'est le sucre, ouais, bien sûr, hein, tout ce qui est sucré. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les sucres lents. Ouais, le riz, les pâtes. Les riz, pâtes, choses comme ça, ouais. Les patates. Moi, j'ai pas supprimé complètement, j'ai pas fait un régime cétogène strict comme c'est préconisé dans certaines maladies graves. J'ai simplement arrêté globalement les sucres. Le sucre était remplacé par le sirop d'agave, par exemple, ouais. C'est quand même sucré, mais c'est pas grave. Donc, j'ai supprimé effectivement les sucres rapides. Il faut savoir que le sucre est le produit le plus addictif de la planète, bien plus que la cocaïne et l'héroïne. Hein. Et quand vous êtes déshabitué du sucre, ça prend 10-15 jours, vous constatez que vous ne pouvez plus avaler le moindre sucre. Et j'étais addict au sucre. On peut le remplacer par du sucre d'érable. Oui, oui, le sirop d'érable, c'est très sucré, mais le sirop d'agave, par exemple, oui. Hein, ou de prendre l'habitude de vous passer du sucre, tout simplement. Vous supprimez bien évidemment le pâte et le riz pendant au moins 2 mois, le temps d'initialiser ce régime, et si vous faites un régime cétogène, pas parfait, mais à minima, vous allez bien évidemment, là aussi, récupérer une forme, évacuer du poids sans effort, hein, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, même si vous n'avez aucune maladie. C'est une question de bien-être, ce n'est pas une question de soin. Et en particulier, bien sûr, avec ces matières-là. Et quand on dit matières grasses, n'oubliez pas que le rapport entre ce qu'on appelle le bon gras et le mauvais gras, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire pendant ce régime, je mangeais du bon gras, des sardines, des poissons gras, des rillettes de saumon, et je mangeais aussi des mauvais gras, de la charcuterie. Une bonne côte de bœuf, c'est bon? Les protéines ne présentent aucun problème, a priori, durant le régime cétogène. Bien évidemment, la proportion de gras, c'est ce qui doit être le plus important. Mais encore une fois, ce n'est pas un régime cétogène strict que j'ai fait. C'est simplement pour restaurer aussi les membranes cellulaires. Hein. Parmi les champignons, parce que j'ai vraiment pas le temps de faire un cours de mycothérapie, vous avez 2 champignons à privilégier dans l'ordre,
Le premier, parce qu'il est essentiel sur la restauration des villosités intestinales. Avec l'âge, avec l'alimentation industrielle, et même ceux qui mangent végan, à partir de 40 ans, les villosités intestinales disparaissent. C'est comme si l'intestin était raboté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus héberger une flore intestinale normale qui est logée dans les villosités intestinales. Donc, bien évidemment, beaucoup de gens ont compris ça, donc ils prennent des probiotiques. Hein, ces probiotiques, c'est-à-dire des lactobacilles, enfin, il y en a des millions de variétés. Mais, bien évidemment, comme elles n'ont pas de logement, puisqu'il n'y a plus de villosité, eh ben, elles s'éliminent toutes seules, même les souches humaines, en 3 semaines, un mois. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'en prendre tout le temps. L'intérêt de ce premier champignon, qui pour moi est certainement la tête de liste de tous les champignons, c'est la crinière de lion, hein, qui s'appelle aussi, nom savant, Ericium echinaceum, que vous trouvez dans plein de labos. Alors attention, parce que les techniques de fabrication des extraits de champignons, les prix varient du simple au triple, et vous doutez bien que celui qui vend le triple est largement plus efficace dans ce cas-là, parce que les techniques de fabrication sont très très contrôlées. Bien sûr, c'est végan, bien sûr, c'est biologique, c'est en atmosphère contrôlée. C'est un laboratoire qui est en Galice, qui est certainement le plus connu au monde, parce que c'est eux qui ont fait le plus d'études et qui ont une bibliographie et une bibliothèque absolument phénoménale sur les études sur les champignons, qui sont majeures. Hein, les études sur les champignons, en Occident, on ne les connaît pas beaucoup, mais dans les pays asiatiques, que ce soit la Corée, l'Indonésie et la Chine, bien sûr, et le Japon, ils utilisent ces produits dans des maladies extrêmement graves qu'on n'a pas le droit de citer en France. D'accord ? Donc le premier, c'est à faire une cure d'1 an, donc une cure d'1 mois d'extrait de ce champignon, l'Ericium, va reconstituer vos villosités intestinales à l'origine, et cet effet dure au moins 5 à 7 ans. Vous constaterez immédiatement une amélioration de tous les troubles de digestion, que ça aille de la constipation, flatulence, digestion lente, etc. 1 mois vous restaure la cure. Hein. Je ne vais pas vous parler des doses ni rien, c'est à vous de faire aussi vos efforts de recherche. Je vous ai donné le nom du labo, c'est IFAS Datera, ifasdatera.es ou .fr. IFAS, l'IF de la Terre. HIFAS, IFAS, Datera, tout en un mot, DATE2RA.fr maintenant. Et là, vous avez toute la documentation sur leur site, les indications et tout, hein, il n'y a pas de secret. Oui. J'avais passé ton intervention sur les champignons. Sur les champignons à une de mes clientes qui a la maladie de Crohn. Ouais. Ça fait 2 fois qu'elle le fait. Ouais. Et génial. Oui, c'est génial. Il n'y a aucun échec. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de maladie, je parle de bien-être digestif, de confort digestif. Moi aussi, j'avais des problèmes digestifs toute ma vie. Depuis que j'ai pris ce produit, maintenant, il y a 4 ans, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir mal au ventre. Comme tout le monde, de temps en temps, je suis pas traque, mais je n'ai aucun trouble que j'avais avant. Ça a disparu totalement. Et ça, c'est vraiment lié à ce champignon. En plus, quand vous prenez ce champignon, vous allez favoriser les échanges entre la lumière intestinale, donc le bol intestinal qui arrive, et le milieu intérieur. L'absorption des nutriments de la nourriture normale est démultipliée. Vous constaterez que vous aurez de moins en moins faim. Ce n'est pas un régime, mais pourtant, vous allez tellement restaurer toute votre usine métabolique intestinale que vous constaterez les effets très vite. Après, il y en a un deuxième. Alors celui-là est très spécial, c'est d'ailleurs pour beaucoup de labos le roi des champignons, hein, c'est le reishi, le Ganoderma lucidum, qui, comme tous les produits qui s'appellent lucidum, ont un effet sur l'esprit, psychotrope ou pas. Hein. Dès que vous voyez un produit qui s'appelle lucidum, ça veut dire qu'il a une action d'action sur l'esprit. Quand vous prenez le reishi, pour ceux qui sont sensibles, c'est très particulier. Pourtant, c'est un extrait sec, hein, qui est concentré. Quand vous prenez ce champignon, vous avez l'impression qu'il prend la commande de votre hypophyse hypothalamus, de votre cerveau. Et effectivement, il prend le contrôle de toute votre physiologie. C'est surprenant. Alors après, il y en a qui sont plus spécifiques. Hein. Je n'ai pas le temps d'en parler, vous trouvez par vous-même. Il y a des dizaines de champignons qui sont utilisés. Retenez simplement qu'ils ont tous cet effet de reconstitution des membranes cellulaires et donc de la régularité des échanges biologiques.
mais aussi des échanges entre vous et l'extérieur, ce qui est le cas du reishi. Combien de temps Oh, les générales, les cures de champignons, quand vous n'êtes pas malade et que c'est simplement un problème de bien-être, vous les faites un mois. Donc l'idéal, c'est de faire un mois d'éricium en premier. En général, ça se prend à jeun. En général, ça se prend avec un acidifiant pour favoriser leur absorption. Alors, c'est pas la peine d'acheter le stéarate de potassium que vend IFAS d'Atera, ça coûte déjà 20 balles. Vous prenez simplement un jus de citron le matin à jeun. Vous attendez 20 minutes, ou 10 minutes. Vous prenez vos gélules. Vous attendez encore 10-20 minutes et puis vous mangez normalement. Il y a un champignon qui commence à sortir de partout parce que les études sont très très importantes, c'est le chaga. Là aussi, je vous laisse regarder. Le chaga est à la fois un reminéralisant, un reconstituant des membranes cellulaires et un stimulant du système immunitaire absolument exceptionnel. C'est un champignon qui a la particularité de résister au grand froid jusqu'à moins 30. Et il induit cet effet de résistance en vous. Vous le trouverez, lui, aussi bien en forme, c'est le seul d'ailleurs, en forme d'infusion. C'est une poudre noire, ça vous donne un peu le goût du café ou d'une décoction d'herbe. Il existe bien sûr en extrait. Il y en a deux, il y en a un qui vient du Canada. C'est le seul que IFAS d'Atera ne peut pas cultiver, puisqu'ils sont en Galice, et que les températures ne descendent pas à moins 30. C'est un champignon du bouleau. Je vous rappelle que dans le bouleau, il y avait aussi ce que vous connaissez bien depuis Steiner, que certains prennent au printemps, la sève de bouleau, qui est aussi un stimulant du système immunitaire. Je rappelle toutefois que si vous êtes en accord avec vous-même, si vous ne vous mentez pas à vous-même, votre soi et votre moi sont en accord avec la vie, et que c'est le meilleur agent de régulation du système immunitaire. Et je dirais même qu'à l'extrême, si vous êtes totalement en accord avec vous, vous n'avez besoin de rien. Mais néanmoins, ça peut aider. Parce qu'on n'est jamais totalement en accord avec soi-même. Même quand on est libre. Alors bien sûr, il existe encore des dizaines et des dizaines d'antioxydants, même dans les aliments. Hein. Les Américains ont classé par une étude monumentale qui s'appelle l'étude SCORE, les aliments qui sont le plus antioxydants. Le premier de ces aliments le plus antioxydant, c'est la pomme granny, bio si possible. Les pommes vertes, hyperacides. C'est le plus puissant antioxydant, suivi de près par la myrtille, qui est très utile pour les yeux. Alors je m'excuse de ne pas tous les citer, hein. Vous avez la phycocyanine, qui est cet extrait d'algues bleues du lac Klamath, qui est un antioxydant extrêmement puissant, mais qui a l'inconvénient de coûter la peau des fesses. Il en existe encore des dizaines. Il y a des noms antioxydants qui te passent par la tête, toi. Matcha, le thé vert matcha. De quoi? Le thé vert matcha. Ah ouais. Le thé vert matcha. Ah oui, le thé vert matcha, bien sûr. Alors vous avez un produit aussi qui est censé restaurer, il y a eu beaucoup d'études de fait, c'est un médicament de la médecine traditionnelle chinoise. Il y en a deux en fait. Il y en a une qui aujourd'hui est vendue en gélule parce que ça prolonge, ça resynthétise. Vous savez que la cause du vieillissement, je l'ai dit, c'est l'oxydation. Et que cette oxydation va détruire les extrémités de l'ADN, qu'on appelle les télomères, parce qu'il y a une enzyme qu'on appelle la télomérase. Et quand vous n'avez plus de télomères, votre ADN dégénère, vous mourrez. Il y a un produit qui resynthétise ces télomères, qui s'appelle l'astragale, qui est une plante qui était extrêmement utilisée en médecine chinoise. Vous avez une autre plante en médecine chinoise que vous trouvez facilement en gélule, qu'on appelle le tangquei. En nom savant, vous le trouverez sous le nom de la racine d'Angélix chinoise, Radix angelica sinensis, qui est censée réparer tous les troubles du sang. Et Dieu sait que les troubles sanguins aujourd'hui, avec toutes les ondes électriques, électromagnétiques, solaires, cosmiques, de Nibiru, de la 5G, et toute la pollution électromagnétique à laquelle nous sommes soumis, est traitée par cette plante, comme d'autres molécules dont il ne faut pas donner le nom, que vous connaissez tous. Mais le tangquei, l'avantage, c'est que c'est en vente libre. Vous le trouverez dans des boutiques qui font des compléments alimentaires chinois.
Et c'est une plante qui va réguler, par exemple, chez la femme, le cycle menstruel, les hormones. Il purifie le sang. C'est vraiment une plante qui était extrêmement, et qui est toujours extrêmement utilisée en pharmacopée chinoise. Donc, vous avez bien sûr encore des dizaines d'autres antioxydants, par voie orale. Toi, tu t'en servais en voie injectable. La curcumine, qui est l'un des traitements le plus utilisés en Espagne, en tout cas dans les centres de thérapie des maladies graves, parce qu'en injectable, c'est effectivement un antioxydant majeur, mais qui sont à des doses largement supérieures à ce qu'on prend par voie orale. Tous les centres de cancéro en Espagne, même qui font de la chimio, utilisent la curcumine, ce qui n'est pas le cas en France, parce qu'en France, vous sortez de la curcumine, c'est pas le protocole. En injection? Ah oui, oui, c'est en injectable. Mais tu peux le prendre aussi en curcumine, en extrait de curcumine, en comprimé. Donc vous avez à votre disposition, malgré tout ce qu'ils interdisent, un maximum de produits qui sont antioxydants et que quelle que soit leur puissance ou leur mode d'action, va aider votre système immunitaire, bien évidemment, et votre ADN à résister à toutes les agressions que nous subissons par la vie moderne, par les aliments, par l'air, par l'eau et par tout ce qui existe sur cette terre aujourd'hui. Le curcuma, il y a un lien avec Oui, il y la a un lien. curcumine? Le curcuma, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre le curcuma et la curcumine? C'est la même chose. Ah, oui. On l'appelle curcumine quand c'est injectable, c'est tout. Ah, d'accord. C'est le même récipient. Mais c'est du curcuma, oui, oui. Ils ont extrait la molécule active du curcuma, c'est la curcumine. Hein. D'accord. Donc ils ont simplement extrait cette molécule active Ouais. pour la mettre surtout en injectable. Donc, de cuisiner avec du curcuma, c'est ça. Oui, oui, par voie orale, c'est très bon. Mais le curcuma frais, vous en avez sur tous les marchés maintenant. Oui, oui, tout à fait, C'est quelque chose qui est très agréable à rajouter dans l'alimentation. C'est aussi antioxydant. Parce que vous ne pouvez pas passer votre vie à prendre des compléments alimentaires. Si vous sélectionnez, vous regardez l'étude SCORE, ça s'appelle SCORE, sur Google, vous allez avoir la liste accessible à tout le monde de tous les aliments antioxydants. Hein. SCORE, étude SCORE, c'est une étude américaine du plus gros organisme de nutrition américain qui a été fait sur plus de 50 000 Américains, suivis pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années, je crois, avec les résultats de cette alimentation antioxydante, couplée ou non d'ailleurs ensuite au régime cétogène. Donc, bien évidemment, la liste est loin d'être fermée, hein, il y en a encore d'autres, je n'ai pas l'intention de tous vous les citer. Vous tapez simplement antioxydants, on en découvre encore tous les jours, et vous allez avoir simplement sur Google des tas d'articles, des tas de produits qui sont réellement antioxydants. Voilà le petit rappel que je voulais faire sur le bien-être. Hein. Là, j'ai survolé très très vite, désolé, mais vous avez énormément de satsangs qui sont enregistrés en 2017-2018, qui ont par exemple développé pendant des heures les champignons ou d'autres choses. Hein. Vous avez les cristaux aussi qui sont antioxydants. C'est des études que j'ai menées en service de neurophysiologie à la Pitié-Salpêtrière avec le professeur Halimi. On a démontré qu'il existait 2 cristaux, alors là, études scientifiques en double aveugle, hein, 2 cristaux qui luttaient contre le stress oxydant. Au niveau de notre corps, il existe 2 variétés de stress oxydant. Ce qu'on appelle le stress oxydant extracellulaire, qui celui-là est facilement régulable, et quand la membrane cellulaire n'assure plus sa fonction, à ce moment-là, vous avez un stress oxydant intracellulaire. Et là apparaît ce qu'on appelle en énergétique les maladies dites dégénératives, maladies au long cours, maladies mortelles, où là c'est beaucoup plus difficile d'agir. Donc là je parle de prévention et de maintien du bien-être. Les 2 pierres que nous avons trouvées qui agissaient sur le stress oxydant, d'abord extracellulaire, c'est le quartz rose. La pierre qui agit sur le stress oxydant intracellulaire, c'est la tourmaline noire. Mais retenez que le stress oxydant intracellulaire réagit très mal à toutes les thérapies. En général, quand vous rentrez en ce qu'on appelle en terrain dégénératif de nature yin, c'est-à-dire très dégénératif, votre corps
est surchargé d'informations toxiques. Ça se voit d'ailleurs sur un effet Kirlian, ça se voit sur des cristallisations sensibles de Steiner. Ça se sent pour un énergéticien sous la main. C'est une énergie qui est très lourde, très dense. Ça ralentit les chakras, ça ralentit l'épaisseur de l'éthérique. Ça ralentit la circulation de l'énergie elle-même dans les méridiens, dans les nadis, dans les chakras. Donc bien évidemment, le but est de la prévention. Comment vous allez utiliser le quartz rose? Ben, c'est très simple. Vous faites des séances qu'on appelle en cristallothérapie de triangulation. Et pour le quartz rose, vous mettez un quartz rose sur le chakra du cœur. Vous mettez un quartz rose dans chaque main. Vous vous allongez, bras et jambes décroisés, les yeux fermés, 20 minutes. Alors, bien sûr, ça ne va pas marcher en une séance. C'est à la répétition des séances, toutes les semaines, tous les 15 jours, qui vont réduire ce stress oxydant extracellulaire. Un peu comme tous les compléments alimentaires ou les champignons dont je viens de parler. L'avantage du quartz rose à d'autres niveaux, c'est que c'est la pierre qui met le mental au repos. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Alors bien sûr, vous avez des temps d'antéogènes qui coupent le mental. En premier lieu, l'herbe interdite, le cannabis, et certains antéogènes qui, eux, sont en vente libre et qui pourtant devraient être interdits, qu'on appelle la salvinorine, qui est issue de la Salvia divinorum, qui est la sauge des devins, mais que je ne vous conseille pas d'essayer avant de vous être largement documenté. Ce n'est pas un amusement. Mais là, vous faites comme les champignons, cette fois-ci dits hallucinogènes, dont la molécule est la DMT et le MDMA, qui vous font un cleaning de la tête. Ça, le quartz rose, vous le faites très simplement. Vous faites une séance de quartz rose, vous sortez, vous avez la tête, vous ne pouvez plus penser. Vous êtes présent, mais il n'y a plus de mental. Bon, bien évidemment, ça ne dure pas. Mais si vous répétez les séances régulièrement, vous allez éliminer tout le stress mental et vous allez éliminer toutes les angoisses et palpitations, tout ce qui se passe au niveau de la poitrine. Là, je vous parle de mon expérience de 25 ans de médecine. Hein. La deuxième pierre qui peut jouer et aider sur le stress oxydant le plus grave, c'est-à-dire intracellulaire, comme on a pu le vérifier, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, ben là aussi c'est très simple, séance de triangulation. Vous placez une tourmaline noire sur la branche secondaire du premier chakra, c'est-à-dire sur les poils, au milieu, là, au niveau du pubis, et une tourmaline noire sous chacun des pieds, pendant 20 minutes. Vous pouvez coupler les deux, quartz rose, tourmaline noire. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le protocole que j'ai nommé protocole Spike, qui élimine le gène qui synthétise cette protéine Spike, on utilise en grande partie le premier et le quatrième chakra, qui correspondent à l'axe génétique et l'axe vasculaire, ce qu'on appelle le méridien du rein, qui est rien d'autre que l'ADN. Alors là, bien sûr, c'est pas la tourmaline noire ni du quartz rose. Vous avez le protocole que j'ai diffusé, qui a été rediffusé et rediffusé, qui consiste à utiliser cette fois-ci du quartz fumé sur le premier chakra et derrière les genoux ou sous les pieds, peu importe, parce que le quartz fumé agit directement sur l'ADN. C'est la pierre la plus utilisée par les chamans, que ce soit amérindiens ou africains. Et l'autre pierre n'est pas le quartz rose au niveau du cœur et des mains, c'est le jaspe rouge, qui a une action plus physique, je dirais. Et ce protocole, auquel on a rajouté un octet de fluorine sur la tête et un quartz rutile sur la zone de la rate, avec l'avantage des cristaux, c'est que ce n'est pas millimétrique comme une aiguille d'acupuncture, c'est toute cette zone-là. Ces deux pierres étant destinées simplement à faire rentrer le maximum d'énergie vitale et d'énergie vibrale dans le corps, afin qu'elle soit métabolisée par le traitement en triangulation des deux chakras, premier, quatrième chakra. J'en profite pour parler brièvement aussi de l'octaèdre de magnétite que beaucoup avaient au cou. L'octaèdre de magnétite est un cristal, mais un cristal particulier. C'est un tri- et quadrioxyde de fer qui là n'agit pas par la couleur, contrairement aux autres cristaux et la composition chimique, mais agit par la forme. Parce que ça génère ce qui est appelé le double tore du cœur,
que nous avons pour ceux qui sont ouverts au niveau du cœur. Et c'est une pierre qui va supprimer tout le magnétisme altéré lié aux certains polluants appelés nanoparticules, mais aussi les poussières de Nibiru qui sont magnétiques. Le but n'est pas de préserver la vie, hein, encore une fois. Le but est d'être bien pour vivre ce qui reste de rêve. Et donc cet octaèdre de magnétite porté entre la gorge et le chakra du cœur. Alors plus vous le descendez vers le cœur, plus les premiers jours c'est difficile à supporter parce que c'est très fort. Hein. Il vous fait résonner, un peu comme la résonance agapée, sur le temps zéro. Donc il vous permet de vous trouver. Et en général, en l'espace de 2-3 jours, mais pour l'instant apparemment ça n'a pas encore marché sur certains, vu ce qu'on a testé hier soir, ça supprime le magnétisme lié aux nanoparticules, qui est omniprésent dans l'alimentation. L'oxyde d'aluminium, par exemple, est utilisé en quantité industrielle dans toute l'alimentation industrielle. Bien, et bien maintenant, ils ont remplacé l'oxyde d'aluminium par l'oxyde de graphène, parce que ça rend l'être humain électrique, magnétique, et donc repérable par un signal électromagnétique. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai eu l'occasion d'en parler, et je n'ai pas envie d'être censuré. Faites vos recherches vous-même. Alors, avant que vous posiez donc vos questions durant cette séance, voilà le tour d'horizon, je suis désolé, extrêmement rapide. En fait, c'est pas à moi de vous donner toutes les recettes. Moi, je vous donne les noms, vous faites vos recherches comme tout le monde sur Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir le docteur Ayoun qui soit là pour vous dire ceci ou cela. Voilà. Vous êtes tous capables d'être autonomes et d'aller voir. J'ai simplement aiguillé votre fil de recherche. Oui, tu as parlé d'une plante pour reposer le cerveau au niveau de la molécule MDMA. Ouais. Tu la retrouves dans quoi, ça? C'est en vente libre, mais encore une fois, avant de l'utiliser, parce que c'est en vente libre, c'est certainement l'antéogène le plus dangereux, c'est-à-dire qu'il te place immédiatement dans l'état absolu. Mais si tu es trop ancré dans la personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'opposer à l'état absolu. Or, le problème, c'est que cette plante empêche toute réaction du corps. Tu es immobilisé instantanément, avec une taffe de ce produit, c'est-à-dire ça se fume avec une pipe, ton corps ne répond plus. Donc c'est pas du tout un amusement. Il faut vraiment se renseigner sur les différents stades de cette plante. Qu'est-ce qui se passe avant de la prendre en fumette, mais en étant accompagné et sans aucune musique surtout et sans aucune lumière. Hein, sans ça, le personnage va paniquer. Il va s'opposer à l'absolu, parce que c'est un absolu qui n'est pas naturel, qui est induit, et qui pourtant est exactement le même que celui que tu vis naturellement. Hein. C'est ce qu'on appelle la salvia divinorum, dont la molécule active, il y en a deux, c'est la salvinorine A et la salvinorine B, qui sont deux molécules qui sont extrêmement étudiées, un peu comme la DMT, hein, au milieu hospitalier. Parce que la DMT, indépendamment d'être marrant, c'est le psilocybe qui lui est interdit à la vente par contre, mais que vous pouvez trouver sous forme de sclérote, c'est-à-dire la truffe magique. Ah oui, Ces cons-là, ils ont interdit le champignon, mais ils n'ont pas interdit la truffe, qui contient encore plus de psilocybe. Donc vous avez des commerçants sur Internet qui vous vendent des tas de variétés de ce champignon, pas ce champignon, il est interdit à la vente et même à la cueillette, mais du rhizome, entre guillemets, c'est pas un rhizome, c'est une sclérote, le nom exact, de ce champignon, et qui est concentré. Et là, on sait pertinemment, parce que les études ont été faites sur la molécule de l'esprit, qui est la DMT, on sait aux États-Unis, avec des essais cliniques en milieu hospitalier, qu'une injection d'une certaine dose par kilo de poids en intraveineux de la DMT met fin de manière définitive pour toute ta vie à tout syndrome dépressif, même dans les dépressions endogènes. Pour la salvinorine, c'est exactement le même principe. Mais encore faut-il être prévenu avant de l'utilisation, parce que ce n'est pas du tout un amusement, contrairement à ce qui peut être revendiqué. À titre informatif, effectivement, il faut regarder ce qu'on appelle les 6 stades de la salvia, S-A-L-V-I-A. Et les 6 stades sont 6 stades d'expérience différentes. Je prends qu'un exemple, hein, vous retrouverez ça. Quand tu prends de la salvia, au stade 3, tu ne contrôles plus ton corps, ta conscience se retourne à 90 degrés vers la droite, et tu te retrouves dans tes vies passées, systématiquement, qui sont illusoires. Le dernier stade, par contre, dès l'avant-dernier stade même,
tu t'aperçois que ce qui t'apparaît comme solide, les murs, n'existe pas. C'est une vibration. Et tu le vois réellement. Tu n'existes plus en tant qu'individu. C'est-à-dire que la salvinorine va agir au niveau du thalamus central et va mettre fin au sentiment d'individualité, ce qui est très mal vécu par un jeune, bien sûr, qui prendrait ça pour s'amuser. Hein. Il y a beaucoup de suicides immédiats d'ailleurs avec la salvia. Donc c'est pas quelque chose que je recommande à utiliser comme ça, sans être renseigné et sans avoir les conditions propices pour faire expérience. Malheureusement, elle est en vente libre. C'est presque de l'LSD, quoi. C'était une molécule qui était utilisée par les Indiens zapothèques Ah ouais. dans toutes les cérémonies chamaniques. Je vous rappelle qu'en parlant de cérémonies chamaniques, que l'ayahuasca ne fait que vous envoyer dans l'astral, au même titre que l'iboga. Alors que la salvia vous envoie directement dans l'absolu. Alors il y a des stades intermédiaires où vous voyez aussi les mondes, le troisième stade en particulier. Mais vous ne maîtrisez pas grand-chose parce que c'est des extraits, c'est hyper concentré. Et si vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire que s'il y a une peur en vous, quelle qu'elle soit, vous allez démultiplier la peur. Un peu comme le cannabis. Hein. Quelqu'un qui prendrait du cannabis qui n'est pas bien, ça ne va pas le mettre bien, ça va le mettre encore plus mal. C'est toujours pareil. La seule molécule qui vraiment est résolutoire au niveau de tous les troubles de dépression endogène, c'est la DMT. Voilà. Ce qu'on appelle donc le sclérote, la truffe magique, qui a la particularité de faire ce qu'on appelle un cleaning du cerveau. Ce que j'ai exprimé par exemple avec le quartz rose, qui va vous calmer le mental, hein, en faisant une séance régulièrement. Là, au retour de l'expérience dite psychédélique de la truffe magique, c'est-à-dire de la DMT, hein, qui est la molécule active, vous avez un cleaning de la tête qui dure 6 mois. Vous avez un écran mental qui est parfait. Vous n'avez plus de pensées parasites, vous n'avez plus d'obsession, vous n'avez pas des pensées itératives qui reviennent sans arrêt. Vous avez une capacité à penser clairement. Alors, il y aurait bien évidemment plein d'autres choses à dire, mais on ne va pas passer... Je vais vous laisser la parole quand même. Parler pendant 3 quarts d'heure. Tout ce qui était Castaneda et tout, même sans ces aides, tu peux te mettre dans ces états. Quasiment les mêmes choses. Tout ce qu'a vu Castaneda, quand il parlait des flyers, quand il fallait, c'était, et je précise, c'est le monde astral. Ça n'a aucune réalité au même titre que les vies passées. Ça concerne l'astral, ça concerne l'enfermement, mais en aucun cas ce n'est la vérité. Alors bien sûr, vous faites des expériences qui peuvent être merveilleuses avec l'ayahuasca. Certaines, ils oublient de le dire d'ailleurs, sont dramatiques. Ouais. Totalement dramatiques. Toi, t'en as pris de l'ayahuasca? Ouais. Une fois. Et moi, j'en ai jamais pris, j'en prendrai jamais. Parce que c'est autre chose que de faire des expériences, par exemple, avec la truffe magique, qui, elle, vous fait vraiment un cleaning, même s'il y a 8 heures d'effet psychédélique, c'est pas grave, vous mettez au lit. Et ça m'a d'ailleurs profondément énervé, parce que ça m'a mis dans l'état où j'étais effectivement à l'infini présent, je voyais tous les mondes et ils défilaient sans arrêt. J'ai pris des champignons 2 fois. Ouais. Contrairement... C'était chouette. Hein. Ah, les champignons, c'est très chouette. À Amsterdam, j'ai fait aussi cette expérience. Contrairement à Castaneda, justement, qui lui a été, ou Terence McKenna, qui ont été attirés par tout ce qu'ils ont vu. Moi, vivant l'absolu, je voyais ces mondes défiler avec ces couleurs incroyables, mais ça me faisait chier. Ça n'avait aucun intérêt. Vous voyez, alors que le commun des mortels va plonger dans ces expériences psychédéliques en disant que c'est extraordinaire, que c'est quelque chose de merveilleux. Mais quand tu as vécu l'absolu, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt de la truffe magique, hein, des champignons, ça a été le cleaning mental pendant 6 mois. Ça, tu es obligé de constater que c'est quelque chose de on avait réel. gardé des... Je l'ai fait avec mon ami Viette, on avait gardé des pouvoirs après. Ouais. Et il y avait un truc qui est rigolo, c'est que le gars qui nous accompagnait, enfin le gars qui était de là-bas, c'était au sud de... je trouve pas le mot. Du Pérou. Il voyait un gros nuage arriver, il s'est défringué parce qu'il allait pleuvoir. Je lui dis, t'inquiète, je le vire le nuage. Et je l'ai viré. Ouais. Alors nous avons un ami qui a fait des stages avec nous, qui est allé faire le périple de l'ayahuasca, mais qui lui était médium. Et là, ça change tout, parce que dans l'ayahuasca, 90% des chamans sont possédés.
et ils vous mettent en possession. C'est-à-dire que vous voyez réellement un archonte, comme l'éveil de la Kundalini, qui vient se plaquer dans votre dos et vous envoie dans des mondes astraux. Donc c'est une expérience que je ne conseille pas. C'est comme l'iboga, qui est une plante Non, il ne africaine. faut pas prendre l'ayahuasca. Non. Hein? Faut pas. Ah non, surtout pas. Surtout pas. J'ai toujours entendu. On Vous avez était- 9 chances sur 10 de vous retrouver avec une belle entité dans le dos qui vous quittera plus jamais. on était à l'intérieur Ouais. et normalement on ne devait pas sortir. Et moi je suis sorti et je pensais que j'allais. Je me suis couché, je pensais que j'allais rester, que je pouvais Décoller, bouger, quoi. bouger. Ouais. Mais je suis resté complètement bloqué. Puis il y a un gars qui s'appelait. Peu importe le nom. Si, il est important là, Ah. parce que c'est le nom d'un archange, l'archange Michael. Voilà. Il s'appelait Michael et il a commencé à paniquer. Je lui ai dit, appelle Michael. Et le lendemain, il m'a remercié. Hein. Ouais. Et moi, je ne pouvais plus bouger. Hein. Et il y a les gars qui accompagnaient le processus, le protocole. celui qui nous avait apporté la merde, là. Parce que quand on est sorti, il faisait beau, puis il s'est mis à neiger. Et moi, j'étais couché. T'as neigé au Pérou? Non, c'était pas au Pérou, ça. C'était en Suisse. Et j'étais couché dehors et dans la neige. Et les accompagnateurs, là, quand ils vous ont voulu me rentrer, mais je les voyais, je voyais tous leurs trucs négatifs. Et je voyais des diables. Et je leur ai dit, barrez-vous, barrez-vous. Et, et c'est mon pote qui m'a fait emmener là-bas. Quand il est venu me chercher, et je voyais juste des petites traces comme ça sur son visage. Je lui ai dit, toi, tu es un petit diable, tu es seulement un petit diable, toi, mais je t'aime. Alors il m'a dit, si tu m'aimes, suis-moi. Et je suis rentré. Mais je suis resté sinon presque toute la nuit sous la neige, quoi. Mmh. J'étais tout mouillé. Hein. Vous ouvrez en fait ce qu'on appelle des portes astrales, et le plus souvent infernales plutôt que ou astrales. Encore si c'était du ou astral dans l'ayahuasca, effectivement, vous pouvez, comme Carlos Castaneda, il a accédé à ce qu'on appelle le ou astral, il a vu les flyers, il a vu les entités. Vous voyez des visions extrêmement colorées et agréables, mais c'est pas toujours comme ça. Mais de toute façon, ça ouvre des portes astrales qu'il est très difficile de refermer après. Oui, c'était très dangereux au niveau du psychisme. De se retrouver en bon état. C'est pour ça peut être marqué à vie. les protocoles de cristaux que tu as développés depuis longtemps amènent dans des états beaucoup plus sensibles et avec un effet. Oui, vous avez des protocoles psychédéliques avec des cristaux qui vous permettent de vivre des expériences sans aucun danger. J'avais mis au point, d'ailleurs, c'est dans mon deuxième livre, non, dans le troisième, Cristaux et méditation, où je parlais d'un protocole qui permettait de façon sans aucun danger, contrairement aux techniques ascensionnelles de Patrick Drouot, d'accéder à ces vies passées. Maintenant, les vies passées sont aussi de l'illusion, au même titre que les expériences psychédéliques, ça concerne que la personne. Et aujourd'hui, c'est plus le moment de jouer avec l'illusion, c'est le moment de trouver la vérité. Hein, c'est ce qu'a dit Bidi hier, non au mensonge, oui à la vie. Et ces produits-là ne sont pas destinés à vous faire trouver la vérité, sauf la salvia, qui déclenche artificiellement l'état d'absolu. Mais encore une fois, il faut mieux laisser faire la nature, c'est-à-dire vous-même. Ne cherchez pas à accéder à l'absolu avec un produit ou quoi que ce soit, parce que vous allez le regretter après. Vous en ferez une expérience, et cette expérience ne se reproduira pas spontanément. Et là, vous créez là aussi de la distance. Par contre, quand vous le vivez naturellement, même si ça dure 1 milliardième de seconde, c'est fini. Ça va nécessairement être accepté, transmuté par toute la chimie du cerveau. Votre corps va baigner dans l'ocytocine, qui est l'hormone de la gratification et du bien-être. C'est le sentiment qu'éprouve une femme quand elle allaite son bébé. Il y a une sécrétion d'ocytocine et un sentiment de complétude énorme. L'absolu, c'est ça. Sauf qu'on n'a pas besoin de téter le sein. Mais c'est exactement la même chose, hein. C'est de la chimie, tout simplement. Vous avez des hormones qui entrent en jeu
dans ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil luciférien, qu'on appelle l'épiphysine, qui est connue aujourd'hui depuis 30 ans. L'épiphysine modifie le rythme du sommeil, vous n'avez plus besoin de dormir, vous êtes rempli de visions. Mais ça, c'est une illusion aussi. L'épiphysine, après, est remplacée par l'ocytocine et par la dopamine, comme je l'ai dit hier. Et à ce moment-là, vous êtes dans la cohérence parfaite avec vous-même. Et je vous rappelle que cette cohérence avec vous-même et avec l'univers a été exprimée par Jean-Jacques Goldman, par Daniel Goleman, qui a développé tout ce qu'était l'intelligence émotionnelle, et aussi par Robert Cloninger, neuropsychiatre américain, qui a montré que l'épanouissement de l'être se traduit par 3 capacités majeures. La première, c'est ce qu'on appelle la coopération, la capacité à établir des relations harmonieuses et de coopérer avec les autres. C'est ce qu'on appellerait non plus le service au soi ou à l'ego, mais le service aux autres. Plus vous coopérez, plus vous êtes bien. Plus vous donnez, plus vous recevez. La persistance, deuxième facteur, la capacité à maintenir un but clair et précis dans sa tête. Et le troisième, qui a été nommé la transcendance. Ne voyez pas la transcendance ici comme une transcendance spirituelle de quoi que ce soit. La transcendance en termes psychologiques est simplement la capacité de l'être humain à s'auto-représenter sa place dans tous les domaines, familial, affectif, professionnel, sociétal, et dans la vie au sens large. Si ces 3 facteurs sont présents, vous avez bien évidemment beaucoup plus de facilité à vivre le soi, mais aussi à lâcher le soi, parce que vous n'êtes plus tourné vers vous-même, vous n'êtes plus dans le service à vous-même, vous n'êtes plus dans l'ego, comme on disait, vous êtes dans le service aux autres. Mais ce n'est pas quelque chose qui se décide. Vous avez des êtres qui adoptent, par exemple, en Inde, le Bhakti Yoga, le yoga du service à l'autre, et ils resteront toujours les mêmes. Vous avez des bonnes sœurs qui font 3 chapelets par jour, ou 3 rosaires, font 3 heures de prière par jour, elles sont toujours aussi aigries. Hein, ne faut pas confondre la chose extérieure et la chose intérieure, je dirais. Et retenez que la psychologie, l'intelligence émotionnelle, et non pas l'intelligence intellectuelle, sont les facteurs les plus importants d'épanouissement et les facteurs de transcendance aussi, là au sens spirituel, les plus élevés. Accepter de se reconnaître soi-même, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est pas seulement les émotions qu'on exprime, c'est aussi la façon dont on s'en sort avec ses propres émotions. Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'intelligence, comme disait Bernard de Montréal? Cette intelligence-là n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle. C'est l'intelligence de se connaître, non pas dans l'histoire, mais dans l'instant présent, sans se référer à une cause passée ou à une mémoire. C'est savoir comment nous fonctionnons à tous les niveaux. C'est être capable d'établir des relations non pas seulement avec l'extérieur, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle sociale, mais surtout avec l'intelligence émotionnelle personnelle. Et d'ailleurs, il y a dans cette intelligence émotionnelle, qu'a bien expliqué Goleman, ça s'écrit G-O-L-E-M-A-N, Daniel Goleman. Vous recherchez là aussi sur Internet si vous voulez rentrer dans les détails. Daniel Goleman a montré que l'intelligence émotionnelle était profondément corrélée avec ce qu'on appelle l'efficacité neurobiologique maximale. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Ça correspond à ce qu'un sportif pourrait appeler le flow, la fluidité. Ce qu'on nous avons appelé, nous, il y a 15 ans, la fluidité de l'unité. Pour un sportif, il est très capable de le repérer. C'est le moment où tout lui réussit. Il ne fait pas d'effort, il a au contraire relâché l'effort et tout se fait automatiquement. C'est Björn Borg quand il a gagné Roland-Garros il y a très longtemps. C'est certains sportifs qui arrivent lors d'une compétition à retrouver cet état. Le problème, c'est quand ils veulent le retrouver, ils ne peuvent pas le retrouver. Parce que c'est lié à la spontanéité, là aussi, et certainement pas une recherche. C'est lié à la persistance du but, c'est lié à l'oubli de soi, qui permet d'être dans une transcendance de la performance, mais qui ne peut pas être décidée. Chez tous les coachs sportifs, les préparateurs mentaux, les psychologues du sport avec lesquels j'ai travaillé,
On ne peut pas recréer cet état. Même si on demande aux sportifs de se rappeler ce moment où tout lui a réussi, il ne peut pas le retrouver. Il faut qu'il soit dans une certaine forme de confiance, non pas en lui, non pas de maîtrise, mais au contraire d'abandon, là aussi. C'est le moment où le sportif le sent, il se lâche. Et s'il se lâche totalement, sans la peur de perdre, sans la volonté trop forte de gagner, il est complètement dans l'instant présent. L'efficacité neurobiologique maximale, c'est l'instant présent. C'est quand vous transcendez toutes les limites, tous les apprentissages, et que vous vous abandonnez, là aussi, à ce qui est. Cette efficacité neurobiologique maximale est le moment où vous êtes réellement intelligent au sens de Bernard de Montréal et au sens aussi de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que votre intelligence émotionnelle personnelle à l'intérieur de vous et votre intelligence émotionnelle sociale, relationnelle, devient parfaite. C'est l'équilibre parfait des neuromédiateurs dont je parlais, de ce que j'ai nommé avant-hier, je crois, les comportements primaires, besoin de récompense, attitude face à l'épreuve et recherche de nouveautés. C'est le moment où l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du milieu intérieur, physiologique pur, biologique pur et neurologique pur, sont le plus en harmonie. Ça serait l'équivalent de ce que j'appelle l'état naturel, où vous connaissez parfaitement vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, hein, mais vous savez à quoi elles sont liées, vous savez les relier, sans le mental, mais simplement par la perception de l'émotion elle-même. Vous la laissez se dérouler, sans la bloquer, sans la réfréner. Vous avez le droit d'être libre et d'avoir des colères. Vous avez le droit d'être libre et d'avoir des tristesses. Vous avez le droit d'être libre et d'avoir des plaisirs. Simplement, vous ne les recherchez pas. Ils se présentent d'eux-mêmes. Ça, c'est la finalité de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence du réel, ce qu'on nous serine sans arrêt les différents intervenants et même moi, c'est que plus vous êtes en accord avec l'instant présent, plus vous lâchez ce que vous croyez tenir, ce que vous croyez être vous, votre histoire, vos mémoires, plus vous êtes libre, plus l'efficacité neurobiologique est maximale, plus vous êtes intelligent, dans le sens noble du terme. Et ce qu'on s'est aperçu, bien sûr, c'est que plus vous montez dans l'intelligence intellectuelle, ce qu'on appelle le fameux QI, plus vous êtes bête sur le plan émotionnel. Et c'est logique. Au niveau de la constitution de l'être humain, il y a le corps astral, au-dessus, il y a le corps mental. Si vous rigidifiez votre corps mental par des tas de connaissances, vous êtes pollué, littéralement, c'est ce que disait Bidi, hein. Toutes les connaissances ne sont qu'ignorance du réel. On le vérifie aujourd'hui à tous les niveaux de la société. J'ai eu, c'est même pas une chance, j'ai eu l'occasion de fréquenter, pour des raisons diverses, des gens qui avaient les plus gros QI de la planète, avec des QI à 200, dont vous situez, le double d'un humain normal, et bien c'est des vrais cons. Pardonnez-moi l'expression, ils n'ont aucune intelligence émotionnelle, ils sont complètement rigidifiés, ils sont complètement insérés dans la matrice, ils ne remettent jamais rien en question, ils sont bourrés de certitudes, leur vie est un désastre sur le plan affectif, sur le plan sexuel, sur le plan social, même s'ils sont très riches, et surtout s'ils sont très riches en plus. Ils sont tellement dans leur tête, dans le service à eux-mêmes, qu'ils n'ont aucune notion qui puisse exister le service aux autres. Et ça débouche sur quoi? Sur le satanisme, sur le pédosatanisme, sur le luciférisme. Les fameux chapeaux noirs et chapeaux blancs ne sont que l'illustration parfaite de cela. Ce sont des gens qui ont l'argent, ce sont des gens qui croient contrôler le monde et qui sont incapables de se contrôler à tous les niveaux. C'est une règle absolue. Ça me fait penser. Comment? Ça me fait penser à la franc-maçonnerie. Oui, mais sauf qu'en franc-maçonnerie, le QI est plutôt bas, je dirais. Ah, oui. Sauf dans les hauts grades. Ouais, il y a quand même des. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la maçonnerie de base, les apprentis, compagnons maîtres, des loges standards, de ce qu'on appelle les hauts grades. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, je pensais au grade.
Et au grade, il y a de tout aussi, enfin jusqu'à un certain degré, on va dire. Mais effectivement, dès que vous avez la volonté de réussir, il y a nécessairement la prise d'ascendance sur l'autre et la prédation, à quelque niveau que ce soit. Quelqu'un qui est instituteur et qui veut devenir directeur d'école, il est obligé d'être dans la prédation. C'est ça la compétition qu'on nous enseigne à l'école, à tous les niveaux. Et dès qu'il y a la prise de pouvoir sur qui que ce soit, ça fonctionne aussi dans les couples. Dès que vous cherchez à prendre le pouvoir sur l'autre, vous n'êtes plus libre et vous rentrez dans une voie dangereuse. Alors, au l'échelon de l'individu, ça donne le perverse narcissique. Hein, et à l'échelon de la société, ça donne le pédosatanisme. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pédosatanisme ou d'illuminisme, par exemple, chez les banquiers, chez les financiers? C'est normal. Ils sont dans une recherche de pouvoir. Vous ne pouvez pas vous rechercher vous-même et rechercher le pouvoir. Ils ne sont pas dans le service aux autres. Nous ne parlons même pas d'empathie et de charisme, mais ils sont dans le dédain de l'autre. Moi, 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 moi. Et le reste me gêne, donc on va l'éliminer. C'est la même chose dans un couple où il y a un pervers narcissique. Et ça fonctionne à tous les niveaux de la psychologie. Il y a une cohérence totale. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. C'est ce que nous devons voir dans le mensonge planétaire, qui ouvre la porte au mensonge cosmique. C'est-à-dire la prédation des archontes, l'enfermement de la création elle-même, qui ne sont que des projections, qui n'ont aucune substance, comme disait Bidi, et c'est la stricte vérité. Quand vous êtes libre de vous-même, sans chercher à vous libérer en travaillant sur les mémoires, et que vous êtes dans l'instant présent, vous libérez le service à vous-même, et vous ne pouvez que constater que vous êtes au service des autres. Parce que quand vous êtes au service des autres, bien sûr, vous n'avez pas des milliards sur un compte, mais vous manquez de rien. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est une loi de l'univers. Et plus vous prenez, plus vous êtes riche, plus vous êtes dans le pouvoir, plus vous êtes dans l'erreur, et plus vous êtes dans la prédation, plus vous êtes dans l'asservissement, la volonté de contrôle des autres, bien sûr, pas de vous. Vos pulsions, elles ont libre cours, mais vous limitez tous les autres, parce que vous considérez l'autre comme un danger. C'est un peu la vision des élites par rapport au peuple. Et on arrive aujourd'hui à la conclusion de ça, c'est-à-dire à la compréhension de cela en le vivant. Bien évidemment, à un certain niveau, ça entraîne ce qu'on appelle la révolution intérieure, mais aussi extérieure. Le chaos, la frustration, la privation de liberté, paradoxalement, vous emmène à la liberté. C'est en ce sens qu'il nous a été dit d'accepter ce qui est, parce que ça débouche sur la révélation du mensonge, à la fois planétaire, cosmique et de la création. En totalité. Donc c'est un scénario, un script parfait sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, sur le plan mémoriel. Il n'y a pas un iota à changer de ce qui est. On peut l'éclairer, comme ça a été dit, à Dibili, avancer sur le bouton avance rapide ou fin. C'est la seule solution que nous ayons. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de solution au sein du mensonge. Aucune, jamais. Que ce soit dans une relation d'amitié, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille. Concrètement, donc c'est l'acceptation. Oui, c'est aussi le principe de l'acceptation. L'acceptation déclenche la lucidité. Oui. L'acceptation déclenche la traversée. L'acceptation débouche sur le oui à la vie, mais le non, après l'avoir éclairé, au mensonge. C'est pour ça que ça ne peut se traduire que par une confrontation et une conflagration totale, qu'on appelle le chaos. Et c'est leur but aussi assez guignol, mais eux, ils prétendent qu'après le chaos, il y a l'ordre. Et moi, je prétends qu'il n'existe aucun ordre. La vie est spontanée, elle naît d'elle-même et elle disparaît d'elle-même. Maintenant, chacun peut le vérifier. Et les circonstances de ce monde, ce script, ce scénario qui a été écrit avant même la création, est la seule conclusion logique à tous les niveaux. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Tout ce que vous tenez vous tient. Vous créez des lois, vous créez une société, et toutes les civilisations sont mortelles, on le sait sur Terre. Regardez l'Atlantide, la Lémurie, l'Hyperborée, mais aussi même la civilisation romaine, la civilisation aztèque, la civilisation maya. Il y a, comme l'être humain, une naissance, une croissance, une décroissance et une mort. Tout ce qui passe ne peut pas durer. C'est inébranlable. Notre corps passe, donc il n'y a rien de vrai là-dedans. Que vous l'appeliez le temple ou un sac de viande, ça ne change rien.
C'est pareil pour nos émotions, c'est pareil pour nos histoires, c'est pareil pour nos mémoires. La mémoire, comme disait Bernard de Montréal, c'est le monde de la mort, parce que c'est un conditionnement que nous subissons. Qu'on l'appelle karma ou rétribution, ne change rien à l'affaire. Nous nous soumettons nous-mêmes à l'illusion. Et ça dure depuis déjà des millions et des millions d'années, sans même parler de l'enfermement. Nous soumettons à l'existence d'une forme, nous croyons que nous sommes une forme, alors d'être humain, d'ange ou d'archange plus tard dans l'évolution, ou la nouvelle race racine qu'on appelle la 6e race, mais tout ça c'est du pipeau. La vérité n'a pas besoin de monde, la vie n'a pas besoin de monde, vous êtes la vie. Ce qu'on disait tout le temps, vous passez de votre vie à la vie. Et plus vous donnez votre vie, plus vous êtes la vie. C'est quelque chose que n'importe qui peut vérifier, à chaque moment et à chaque occasion. Et c'est très simple. Mais bon, accepter la simplicité, comme on disait hier, je crois, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on a peur. La peur ou l'amour, l'évitement de la souffrance ou l'attitude face à l'épreuve, l'un des comportements primaires de l'être humain, ou la recherche de nouveautés, qui n'est rien d'autre que la recherche de l'inconnu, qu'on ne peut pas rechercher, mais qui ne vient à nous que quand on lâche tout, et qu'on accepte de traverser nos propres peurs, quelles qu'elles soient, dont la plus fondamentale, bien sûr, est la peur de mourir. Quand vous êtes en train de mourir, vous n'avez plus peur de mourir, même si vous êtes dans le déni au début, ou dans la colère, ou dans la négociation, il y a un moment donné où vous êtes obligé d'accepter que vous êtes en train de mourir. Et bien à ce moment-là, vous vivez l'amour. Il n'y a pas un moment, une chimie dans le cerveau qui fait que justement on est apaisé au moment où on meurt. Oui, pour la plupart, pas tous. Hein. Ouais, voilà. Je travaillais au SAMU en Réa, je peux te dire que des fois on ramassait des morts d'infarctus, ils avaient un rictus horrible, ils ont souffert, ils ont résisté. Ouais. Vous avez même un homme qui se prétend philosophe, qui s'appelle Michel Onfray, qui a fait le Covid, qui a décrit son expérience, qui s'est vu sortir de son corps, qui a vu la lumière. Et ben pour lui, c'est l'expérience la plus horrible qu'il ait jamais vécue. Ça vous montre le niveau où il en est. On appelle les NDE négatives. Et il s'est fait vacciner tout de suite pour avoir jamais à revivre ce scénario loufoque où il n'était plus dans son corps, où il voyait une lumière et qu'il regrettait son corps. Ça montre l'attachement. À quoi est-il attaché? On appelle les NDE négatives. Il a fait réellement une NDE négative. Mais tous ces gens-là qui sont dans le contrôle, bien évidemment, ont une peur horrible de la mort. Ils vous parlent de l'Orient éternel quand ils meurent, mais ils préféraient avoir la vie éternelle. D'où le transhumanisme, d'où le transfert de la conscience dans les machines et dans les robots. C'est leur fantasme, c'est le mythe de Faust, hein, tout simplement. C'est le mythe de la perpétuation d'une conscience, quitte à quitter le corps biologique. C'est la fausse ascension l'ascension, comme on disait, sans le corps, qui vous fait passer dans les machines. Vous avez combien de jeunes aujourd'hui qui demandent qu'une chose, c'est de passer leur conscience dans la machine? Ils n'ont rien à foutre de leur corps. Parce que dans la machine, ils pensent qu'ils sont éternels. Simplement, si la machine n'avait plus alimenté en courant, il n'y a plus de machine. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais moi je vois la vie plutôt comme un jeu, comme un enfant. Et moi je trouve ça beau, en fait. Ouais. Heureux les simples d'esprit, ceux qui ne se posent pas de questions, parce que c'est beau, effectivement. C'est un beau rêve. Voilà, mais c'est beau. Qu'il soit bon ou mauvais, ça passe. Ouais. Et tout ce que tu considères comme beau, c'est ce que l'expérience de Krishnamurti, quand il a eu accès au réel de ce monde, pas au réel absolu, même s'il le savait, ça te met dans le circuit de la récompense, c'est-à-dire que tout est beau, tout est expérience, tout passe, et c'est comme ça, et tout est abondant. C'est l'efficacité neurobiologique maximale, c'est le summum de l'intelligence émotionnelle. C'est des jours. Encore un petit quart d'heure, on fait une pause à midi. Il est incroyable. Hein. Mais c'est super. Pourquoi? Toi, t'es incroyable. Ça me parle de pas mal de choses. Ouais. C'était un compliment. Ah.
Je préfère être croyable qu'incroyable. Non, c'est tout ton savoir qui est incroyable pour. Bah, il est incroyable parce que bon, j'avais des capacités, c'est tout. Pour moi, ça fait partie de mon fonctionnement. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, comme on dit, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment toute ma vie, à tous les niveaux. Et tout est parfait, en fait. On rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment pour Toujours. quelque chose de précis. Ouais. Sans À l'époque, chercher, je sans se poser de m'en questions. rendais pas compte Ouais. quand j'étais jeune, mais bon, c'est logique. Ouais. On arrive à faire les liens des uns, des autres, des choses. Je crois que spontanément, ça fait partie, avec le recul maintenant, et en voyant ça, ça fait partie de ce que j'appelle la spontanéité. D'accord. T'es chiant, t'es chiant. T'es en colère, t'es en colère. Tu triches pas. Alors après, avec le recul, comme je disais, l'intelligence émotionnelle se met en place. En plus, je l'ai étudié pour créer des systèmes de mesure, donc des systèmes de mesure biophysique du corps humain appliqués au sport, appliqués à plein de trucs. Alors que moi, je suis pas sportif, hein. Mais ça m'a permis de comprendre beaucoup plus intellectuellement, mais aussi de comprendre l'émotion, de comprendre fondamentalement ce qu'est l'émotion. En plus, le côté médium, pour lequel je suis pour rien, parce qu'on est médium héréditaire, comme on dit, c'est réel. J'ai eu la chance de faire des études de médecine en même temps que j'étais tarologue. Bon. Et d'avoir triché pour avoir mon bac et triché pour avoir. Parce que j'étais en avance. C'est pas de ma faute. On m'a collé, on m'a fait sauter une classe, 2 classes quand j'étais jeune. J'avais rien demandé à personne, moi. Donc, si tu veux, quand on accepte, même sans savoir pourquoi, ce qui est, et même si des fois tu es en rébellion, c'est pas grave. Mais fondamentalement, il y a ce principe quelque part d'ingénuité, je dirais, de l'enfant, tu vois, qui est avide de nouveautés, qui prend toutes les expériences qui passent à cœur, qu'elles soient agréables comme désagréables, il ne renie pas ce qui se passe. Et avec le recul, avec l'âge, effectivement, tu constates que c'est quelque chose qui a souvent été présent. Je ne dis pas toujours, hein, mais qui a souvent été présent. Moi, j'étais pas en 6e et pas en 5e, mais d'une manière générale, je m'en foutais de savoir. Donc voilà, je m'en foutais. Je l'ai dit une fois d'ailleurs à Pépère. Il m'a dit, tu ne peux pas t'en foutre de tout puisque tu es médecin. Bah oui, nécessairement. Qui est passé par l'apprentissage de la médecine. Jean-Luc, tu fais partie des gens qui ont un QI élevé, mais qui ont quand même une intelligence émotionnelle. Les enfants, quoi. Tu fais partie des gens qui ont un QI élevé, mais qui Non, ont quand non, même... non, pas du tout. J'ai un QI qui Mais est... t'as une intelligence émotionnelle. J'ai un QI normal. J'ai fait partie de l'association des plus hauts QI, mais pas parce que j'étais moi un grand QI, mais parce que j'avais un ami qui, lui, qui fait partie des plus gros QI de France. Ouais, il est parti en Chine maintenant. Mais il avait une intelligence absolument phénoménale. Docteur en mathématiques, docteur en physique, docteur en électronique. Donc une vision de la mécanique, si je peux dire, et de ce monde très très importante. Donc il faisait des réunions chez lui, parce que c'est le secrétaire général du MEMSA. Et donc je voyais débarquer, il y avait des réunions, pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, je voyais débarquer les plus gros QI, pas seulement de France. Je les trouvais profondément débiles. Ah ouais, c'était passionnant quand ils parlaient de leur domaine. Mais en dehors de leur domaine, ce sont ce qu'on appelle les spécialistes, les experts. Et dans le domaine du travail... Ça, je n'ai pas un spécialiste, il voit l'universel et non le particulier. C'est vrai. Dans le domaine du recrutement, par exemple, que j'ai aussi approché au niveau de l'entreprise, on privilégie la vision experte, mais l'expert, on ne peut même pas dire qu'il a une vision panoramique. Or, le plus important, c'est ce que j'appelle la vision panoramique, c'est-à-dire la vision de l'aigle. C'est-à-dire que tu es capable aussi bien de focaliser sur un détail, mais surtout tu as la capacité à défocaliser et à voir tous les niveaux, c'est-à-dire l'organisationnel dans une société, dans une chaîne de production. Tu n'as pas nécessairement la connaissance pointue de l'expertise, mais les experts se plantent tout le temps. Ils ne peuvent que se planter puisqu'ils n'ont pas la vision panoramique. On recherche ça dans un cadre. Ouais. Dans un cadre d'entreprise, on recherche justement cette vision globale, mais suffisamment de connaissances pour manager les... Exact. J'ai mis au point des grilles de lecture avec mon système de mesure biophysique, qu'on appelait, qui servait dans le recrutement. On était largement plus performant que les tests psychotechniques crayon papier pour détecter les talents. Ça, c'est un outil. Ouais.
Ça, c'est un outil. Et nous, on le mesurait sur les courants électriques qui passaient sur le corps. Oui. Et on savait que tel méridien qu'on mesurait donnait telle capacité. Par exemple, on parle de la gestion du temps. Alors, il y a deux temps, il y a le court terme et le long terme. La gestion du temps dans le corps de l'être humain est liée au méridien vessie. Le méridien, la vessie est liée à l'organisation territoriale des eaux. Ah oui, la pisse. Hein. Mais aussi la gestion du temps, c'est la même chose. Et tu as les gens qui sont soumis à un temps lent et d'autres à un temps court. Le bélier est dans un temps court, même s'il a une vision panoramique. Et la gestion du temps est liée à l'activité normale de ce méridien de la vessie. Quelqu'un qui a un méridien de la vessie qui est trop faible aura un problème sur la gestion du temps et sur l'organisation du temps. Il a pissé toutes les 5 minutes. Et ça, je le mesurais, avec des appareillages. Hein, donc c'est un système expert qu'on a mis au point dans les années 2000, qui a été utilisé dans le sport. Dans le recrutement, on s'est interdit nous-mêmes parce que c'était trop intrusif. Dans l'intelligence émotionnelle, dans l'orientation scolaire, on avait même créé des versions l'un pour l'autre, pour les couples. C'est très marrant d'ailleurs. Enfin bon, on l'a arrêté, celle-là aussi, c'était trop dangereux. Mais pour te dire que tout ça, si tu veux, c'est quelque chose qui est inscrit dans tout corps humain. Les compétences, l'intelligence émotionnelle, c'est lié bien sûr à ce qu'on nomme l'épigénétique. Bon, bien évidemment, il y a un facteur génétique, mais la génétique ne compte que pour 20%. Ce qui est le plus fondamental, c'est ce qu'on nomme l'écologie environnementale, au sens large. Oui. Le milieu familial, social, professionnel, et pas seulement éducatif. Donc, on a tous une plasticité, pas seulement cérébrale, mais une plasticité émotionnelle et intellectuelle, que certains arrivent à cultiver et que d'autres, avec l'expérience, rigidifient, ce qu'on appelle le mental, qui se cristallise sur le passé, sur les mémoires, sur la peur, hein, parce que la peur est sécrétée par le mental. Il n'y a aucune peur qui vient d'ailleurs. Elle est liée à l'axe qu'on appelle rein-cœur en médecine chinoise, l'axe Shaoyin, c'est-à-dire l'axe du rein, c'est l'axe de la peur, l'axe du cœur, c'est l'axe de la joie. Soit vous êtes dans la peur, soit vous êtes dans l'amour, comme disait Pépère, c'est la même chose. Soit vous êtes dans la souffrance, soit vous êtes dans l'amour. Dégénérescence du rein, dégénérescence de la peur, ou épanouissement du cœur, c'est-à-dire de l'amour. Tout ça est d'une cohérence totale au niveau de la cellule, au niveau neurophysiologique, au niveau de l'énergétique, au niveau de la médecine chinoise, au niveau de la médecine ayurvédique. Vous retrouvez toujours la même chose. Et même si vous penchez sur la Kabbale, alors vous allez faire le lien avec Tiferet, la beauté, hein, qui est à la pointe du sternum, ce qu'on appelle nous le 8e corps. Vous allez faire le lien avec le foie et la rate, qui sont deux autres séphirotes, hein, Netza et Od. Et tout ça est d'une chaîne parfaitement logique. On peut, par exemple, comme j'ai fait au début que j'exerçais la médecine, je traitais, comme j'étais tarologue, je prenais les arcanes du tarot et je présentais les arcanes du tarot sur les chakras. Et quelle était votre spécificité à tous les deux au niveau de la médecine? Quelle quoi, spécificité? Ouais. Spécialité. Spécialité, ouais. Bah, Cardiologue ou, je sais pas, généraliste? ah non, non, moi j'ai été toujours acupuncteur, mais j'ai remplacé très vite les aiguilles par les cristaux, parce que c'était plus efficace. Alors que j'étais au début spécialisé en réanimation. J'ai fait beaucoup de SAMU. Mais très vite, je me suis installé très jeune, j'avais 23 ans, parce que j'étais en avance. Hein. Donc, si tu veux, j'ai exercé 25 ans de médecine et j'ai fait 150 000 séances de cristaux. Voilà, donc je connais un peu les cristaux. Parallèlement à ça, j'ai développé toutes les connaissances de l'énergétique, indépendamment de l'acupuncture, c'est-à-dire toute la connaissance des chakras, des nadis, des méridiens. Après, avec la spiritualité et les intervenants, ça a été les portes, les étoiles. Mais en même temps, j'ai développé toute une vision liée aux neurosciences, aussi bien comportementales que des neurosciences pures et dures, avec qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que cette machine, quelle est sa constitution. Donc j'ai repris tous les travaux de Damasio, tous les travaux de Laborite que j'ai connus. Hein. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés de mon vivant et qui m'ont forcé de plus en plus à avoir cette vision panoramique. Ne pas nécessairement connaître le point de détail le plus précis possible, mais plutôt de relier les choses. Mais ça s'est fait spontanément, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Toi, c'était plus l'homéopathie au début. La médecine La médecine manuelle, l'ostéo. l'homéopathie et l'acupuncture.
Ouais. Oui, je me suis douté que vous y étiez un petit peu tous les deux dans ce domaine-là. Mais j'allais te dire que le sage n'est pas un spécialiste, il voit l'universel et non le particulier. Exact. L'homme médiocre compare mais ne généralise pas. Voilà. Parce que les Mais oui, reprises de coups hier, ça m'a bien bloqué. bah ouais, mais ça, si on ne fait pas. Moi, il y a une personne, le frère Thérèse. de Thérèse, qui m'a remercié 15 ans après. C'est Henri. C'était En- Pérou avec nous. Ouais, Henri, il était au Pérou avec nous. Il avait des problèmes depuis des années, des problèmes vraiment qui lui pourrissaient la vie. Crac, ce que je t'ai fait, terminé. Tu travailles sur Atlas Axis? Atlas, ouais. Atlas. Oui. Atlas. Je vois régulièrement un ami qui est ostéopathe et c'est lui qui me tortille un peu dans tous les sens. Je suis obligé d'y retourner tous les 2 mois. Non, là, c'est fini, là. Voilà. Parce que il y a des douleurs qui apparaissent. Il y a des... Bah, il t'a pas fait ça. Non. Non. Bien, merci. Mais à la fin, dans les dernières années, moi, je faisais pratiquement plus que des perfs. Et c'était pour nettoyer la tuyauterie. L'être humain est un ensemble de tuyaux, il te dit. Oui, c'est la connerie. Ouais, moi, je l'ai vécu. Hein. Et je l'ai même dit à Bidi. Hein. Non, oui, à Pépère. Pas à Bidi. J'ai dit qu'on était. À Bidi aussi, je crois. On n'était pas un sac de Viande, viande, sac de on était tuyaux. un sac de tuyaux. Et ce que je pouvais obtenir, je vais te le montrer. Je vais aller chercher mon ordi. Je vais te montrer, tu vas tomber sur ton cul. Tiens, tiens. Alors, je profite qu'il aille chercher son ordi pour faire une pause. Non, mais là, on va montrer, donc on ne va pas leur montrer à l'écran. Il est midi, on reprend à 13h pour une petite heure. Hein, d'accord? Alors, on arrête ça. En tout cas, c'était très intéressant. Merci. Alors, j'étais obligé de survoler, hein, je ne pouvais pas rentrer dans... Ah non, oui. Une petite paire de 20 minutes pour éliminer certains métaux lourds.